Donc, ça enregistre. Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier. Moi, je suis Jérémy Potier, je travaille à DoYouBuzz depuis 13 ans. Et alors, j'imagine que vous connaissez DoYouBuzz. Voilà, parce que la plupart d'entre vous se sont inscrits sur DoYouBuzz pour participer à cet atelier. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de création de CV. Donc, l'idée, c'est de saisir le contenu et puis après, vous avez une interface pour gérer la mise en page, pour bouger les éléments, etc. Donc, on essaye de rendre ça le plus simple possible, même si l'exercice en lui-même n'est pas toujours facile. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. C'est en partie mon rôle, c'est d'aider les personnes qui sont en recherche d'emploi à faire leur CV, à travailler un peu sur leur stratégie aussi de recherche, éventuellement sur leur lettre de motivation. Et donc, pour faire ça, j'essaye de me documenter un maximum sur les études qui peuvent exister en psychologie, en sociologie. D'ailleurs, on va en parler là pendant cette présentation. Et de restituer ça ensuite, alors à la fois pour vous, ce que je fais aujourd'hui, et puis aussi au sein de l'équipe DoYouBuzz pour qu'on puisse faire évoluer notre éditeur de CV en prenant en compte ces différents apprentissages. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir comment faire un CV. Alors j'ai appelé ça orienté pour l'entreprise. Je crois que le titre sur lequel vous êtes inscrit, c'était comment faire un CV qui répond aux besoins de l'entreprise. Tout ça, c'est un peu la même idée, c'est la même chose. Parce que j'imagine que vous avez déjà vu ce conseil. Voilà, il faut, quand on postule, il faut faire un CV qui correspond aux besoins de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on lit relativement partout, j'ai l'impression. Et par contre, quand moi je parle à des personnes qui sont en train de faire leur CV, j'ai l'impression qu'elles comprennent, alors en tout cas une partie, que cela veut souvent dire changer le titre. Éventuellement du CV pour qu'il corresponde au poste visé, peut-être changer quelques compétences pour rajouter un peu ce qui est listé dans l'annonce, mais ça se limite à peu près à ça. Donc voilà, sur DoYouBuzz, on a une liste de 10, 15, 20 CV, enfin ou ailleurs, hein, pas que sur DoYouBuzz, mais où il y a juste le titre qui change. Et après, le contenu, c'est exactement le même. Alors évidemment, on peut procéder comme ça, hein, il n'y a pas de mal, mais on peut aussi essayer d'aller un peu plus loin dans la manière d'adapter son CV, et c'est justement ce qu'on va essayer de voir dans l'heure qui vient. Alors, dans la logique, là, je vais vous présenter quelques éléments un tout petit peu théoriques. Il n'y a rien de bien violent, mais c'est histoire de bien comprendre la mécanique. Et puis après, je pense que ce sera intéressant de passer à un petit exercice pratique pour ceux qui le souhaitent. Donc, je vous donnerai un petit peu de temps pour travailler chacun dans votre coin. Notamment sur la base d'une offre d'emploi. Si vous avez une offre d'emploi à laquelle vous souhaitez répondre ou à laquelle vous avez répondu récemment, si vous n'en avez pas d'autres sous la main, voilà, ce sera le support qu'on utilisera pour faire le petit exercice. Et puis après, ceux qui voudront pourront peut-être nous faire part de voilà, du travail qu'ils ont fait pour le partager aux autres. Et puis, ça permet aussi d'apprendre pas mal de choses quand on voit ce qu'on fait les autres. Alors, les objectifs, comprendre l'importance de faire un CV qui correspond aux besoins de l'entreprise. Pourquoi tout le monde dit ça, en fait. Et puis après, on va passer dans le concret, c'est-à-dire comment faire vraiment concrètement. Et pour ça, on va partir sur une offre d'emploi, donc ce que je viens de dire, pour essayer d'en retirer les informations essentielles et même aller un petit peu plus loin en essayant de comprendre ce qu'on appelle les questions cachées dans les offres d'emploi. Voilà. Et puis, dernière étape, ça va juste être voilà, on va comprendre comment construire le squelette d'un CV adapté aux besoins. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ce qu'est le besoin de l'entreprise, ce que sont les besoins de l'entreprise. Et puis, un tout petit peu sur les dernières minutes, on va voir juste comment construire son CV sur cette base-là. On ne pourra pas aller sur la rédaction complète parce que ça prendrait encore du temps. Il n'y en a qu'une heure, malheureusement. Alors, voilà. Donc, pour commencer, je vous propose d'adopter le point de vue suivant, on va considérer que candidater, c'est un peu comme un processus de vente. Voilà. En fait, vous êtes un candidat et vous avez besoin que le recruteur soit convaincu que vous êtes la bonne personne pour le poste que lui recherche. Donc, vous êtes en quelque sorte un vendeur. Vous avez en stock un magasin de compétences, de qualité personnelle. Vous avez peut-être des assurances particulières, un diplôme, des choses qui prouvent que vous possédez telle ou telle qualité ou telle compétence. Et en face, vous avez un client qui est un recruteur et qui a besoin d'être convaincu à un moment qu'il y a plusieurs propositions en face de lui et il doit faire son choix. Et donc, voilà, comment il fait son choix en fait. Voilà, toute la question, ça va être comment un acheteur fait son choix dans un processus de vente.
Donc là, ici, dans cette situation-là, vous êtes le vendeur, vous êtes le vendeur de compétences. Alors, ce que je trouve intéressant dans le modèle de la vente, hein, évidemment, vous n'êtes pas un objet, etc., mais c'est qu'il y a quand même des processus qui sont à peu près les mêmes, notamment au niveau psychologique, de part et d'autre. Et ce qui est intéressant notamment, c'est que dans la vente, en fait, on a toujours été placé, enfin, on a toujours eu une expérience, même plusieurs, d'achat. Et donc, certaines d'entre elles sont plutôt mauvaises. C'est-à-dire qu'on a essayé, on voulait acheter quelque chose, et puis en fait, il s'est avéré qu'en face de nous, on avait un vendeur qui n'était pas très bon, ou limite qui ne nous a pas du tout donné envie, enfin, qui nous a dégoûté d'acheter quelque chose chez lui. Donc, il y a ce qu'on appelle les bons et les mauvais vendeurs, si on veut essayer de caricaturer un petit peu. Et alors, la première fois que j'ai présenté un petit peu, j'ai fait cette présentation, alors, il y avait très peu de monde dans la salle, on devait être quelques-uns. Et là, il y a une personne qui nous a fait part de son expérience d'achat. Enfin, elle voulait acheter une voiture. Donc, elle allait voilà, elle était cliente, elle avait envie d'acheter une voiture. Donc, elle va chez un concessionnaire auto. Et tout de suite, le vendeur vient vers lui, bonjour madame, machin. Il vient lui vanter le mérite des petites voitures. Il dit ah, bah, c'est super, dans une ville comme Nantes, c'est super pratique pour se garer. Vous allez voir, parce qu'à Nantes, place de stationnement, c'est compliqué. Il faut aller il y a des petites rues et tout ça. Donc il y montre les différents modèles de petites voitures, le parking assisté, tout qui va bien, etc. Et alors le problème, c'est qu'elle n'avait pas besoin d'une petite voiture. Elle cherchait une voiture familiale pour partir en vacances avec sa famille, ses enfants. Et en plus, elle habitait à la campagne. Donc, le côté place de parking, bah, elle allait dans les parkings souterrains et puis ce n'était pas un problème. Donc, en fait, là, le problème de départ ici, évidemment, c'est que le vendeur de voiture n'a même pas pris le temps d'écouter ce que la dame avait à lui raconter, pourquoi elle était là, pourquoi elle venait acheter une voiture, c'était quoi son besoin, etc. Bon, alors, cette expérience, on l'a tous eue à un moment ou à un autre. Alors, vous avez peut-être tous des histoires qui vous viennent en tête. Gardez cette histoire quand vous pensez au processus de vente, parce que ça permet un peu de comprendre ce qui se passe pour un recruteur quand il reçoit un CV qui ne correspond pas vraiment à ce qu'il cherche. Alors, voilà, il a mis une offre d'emploi, par exemple, ou en tout cas, il a une idée il a une idée de ce qu'il cherche. Peut-être qu'il a fait un effort de formalisation sur une offre d'emploi. Et puis, il reçoit un CV. Alors, bien sûr, sur le CV, il y a des choses qui correspondent. Voilà, le monsieur n'avait pas essayé de vendre une moto à la dame qui cherchait une voiture. Donc, il y a quand même des compétences et des expériences qui correspondent à peu près à ce qu'il cherche. Mais ce n'est pas vraiment ça non plus, quoi. Il y a plein de choses qui ne correspondent pas. Là, mais non, je m'en fous de la taille de la voiture, ce n'est pas le sujet, c'est autre chose qui m'intéresse. Et voilà. Et du coup, quand on est en recherche d'emploi, évidemment, on va essayer de ne pas être ce mauvais vendeur, on va plutôt essayer de devenir un bon vendeur. Alors, c'est quoi la différence du coup? Et ça tombe bien parce que là, il y a pas mal de recherches qui sont faites sur ces sujets-là parce que comme vous vous en doutez, entre un bon vendeur et un mauvais vendeur, bah, c'est le chiffre d'affaires de la boîte qui embauche ces personnes-là qui en dépend. Et donc, il y a quand même des gens qui sont intéressés pour savoir qu'est-ce qui fait qu'un bon vendeur est un bon vendeur. Alors, on a cette idée, peut-être, un peu ancrée dans l'inconscient, qu'un vendeur, c'est quelqu'un qui aime parler. Quelqu'un qui même, voire même qui parle beaucoup, quelqu'un qui a du bagou et qui serait capable limite de vous vendre n'importe quoi. Heureusement pour nous tous, en fait, un mauvais vendeur, c'est justement quelqu'un qui parle beaucoup. Ces personnes, le stéréotype du vendeur qu'on a en tête, quelqu'un qui a la tchatche, qui parle beaucoup, c'est plutôt des mauvais vendeurs en fait. Donc, un mauvais vendeur, je caricature un petit peu, hein, voilà, évidemment, mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui écoute peu et qui propose en fait des solutions, comme on l'a vu dans le cas de la voiture, hein, qui ne correspondent pas vraiment à ce que cherche l'acheteur. Forcément, s'il parle beaucoup, en fait, il est dans une posture je veux convaincre et donc il faut que j'amène tous les arguments possibles. Donc j'écoute peu et donc je ne comprends pas la personne ce dont elle a besoin. Donc là, je vous dis ça, c'est pas juste mon a priori. Hein, il y a plein d'études qui se recoupent et qui nous amènent là-dessus. Et je vais vous montrer un peu un processus qui détaille ça de manière un peu plus précisément. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le mauvais vendeur, il n'écoute pas trop, il est un peu dans sa tête. Il propose des solutions qui ne correspondent pas à ce que cherche le client. En fait, il projette soit ses propres désirs à lui, c'est-à-dire moi j'ai envie d'avoir tel type de voiture, donc c'est ça dont je parle, soit ma problématique c'est de me garer dans Nantes, donc je vais parler de cette problématique à la personne en croyant que c'est la même.
où j'ai une image un peu générique de ma clientèle et j'applique cette image à toutes les situations, à toutes les personnes que je rencontre, alors que bien sûr, il y a plein de raisons différentes de pouvoir vouloir acheter une voiture, par exemple. À l'inverse, le bon vendeur, parce qu'il écoute son client parler, parce qu'il lui pose des questions, il est capable de parler du produit qu'il a à vendre, non pas en faisant une démonstration de tout ce que le produit sait faire, mais plutôt en montrant comment le produit s'intègre dans la vie de son acheteur. Voilà. Autrement dit, en posant des questions, il comprend un peu le fonctionnement de la personne, sa vie, ses usages en fait. Et en étant capable de lui dire, bah, écoutez, regardez, avec cette voiture, et ben, quand vous allez, il y a tel type de coffre qui s'ouvre comme ça, et ça permet, quand vous avez les mains pleines, et ben, de pas poser vos sacs par terre, etc. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais si on se rend compte que ça fait partie de la vie de la personne, ça fait partie de ses problématiques, on peut lui parler d'une fonctionnalité qui correspond à son besoin, plutôt que de tout lui sortir la liste des 200 fonctionnalités proposées dans la voiture. En fait, le bon vendeur est à l'écoute de son client. Donc, non seulement de son besoin, de quoi vous avez besoin, et voilà, je vous écoute bien, mais aussi, en fait, de toutes ses préoccupations tout au long du processus d'achat. Parce que, en fait, dans une vente, c'est pas juste vous avez besoin de quelque chose, voilà la solution, hop, c'est signé. Il y a tout un processus qui se met en place. C'est une vraie interaction, en fait, et qui dure dans le temps. Alors après, ça peut durer peut-être 1 heure, ça peut durer 30 minutes, ça peut durer plusieurs jours. Donc dans un recrutement, évidemment, ça dure plusieurs jours, des fois plusieurs semaines. Et donc voilà, le bon vendeur, il comprend, on va dire, ce processus-là. Il comprend les préoccupations de son client au fur et à mesure du processus d'achat, et il comprend que ces préoccupations évoluent. C'est-à-dire que les préoccupations qu'on a au début du processus d'achat ne sont pas les mêmes qu'à la fin. Donc là, je vais vous montrer justement. Là, c'est la partie vraiment théorique, et après, on passera à la partie pratique, mais celle-ci, elle est particulièrement intéressante. Je pense que, alors, je vais détailler un petit peu le schéma là, que je vais vous présenter, mais juste avant ça, je pense que vous êtes d'accord pour dire que quand on n'est pas du tout dans la même disposition psychologique, par exemple, quand on rentre dans un magasin de voitures, on arrive, on est là, il y a plein de jolies voitures et tout ça, que quand on est en train de signer un chèque de 20 ou 30 000 euros, ou 15 000 ou 10 000, mais en tout cas un chèque un peu conséquent pour nous. Il y en a un début, il y a un peu beaucoup d'options qui sont ouvertes, on réfléchit, on se projette avec une grosse voiture, une petite voiture, un truc rapide, un truc je ne sais pas quoi, un truc écolo. Et puis à la fin, on se dit, oula, je vais quand même mettre pas mal d'argent là-dessus, donc je suis un peu stressé. Et en fait, c'est ça les phases psychologiques, c'est qu'on a différentes choses qui se passent dans notre tête pendant tout le processus d'achat. Donc là, je vais vous présenter un modèle qui a été conçu en étudiant plusieurs milliers de processus de vente dans le monde du B2B, donc des entreprises qui achètent des choses, en gros. Donc souvent avec en plus plusieurs intervenants dans le processus d'achat. Donc ici, sur l'axe des abscisses, là, on a le temps. Donc c'est le temps qui s'écoule pendant le processus de vente. Donc depuis, alors pas forcément, c'est pas forcément au moment de la rencontre que ça commence, ce processus. Ça peut commencer avant la rencontre entre le client et le vendeur, on va dire. Donc jusqu'à la fin, c'est la dernière étape, c'est la conclusion de la vente, on va dire. Et ici, alors je vais vous montrer plusieurs facteurs qui évoluent au cours du temps. Et ici, c'est l'importance de ces facteurs. Voilà, comment ils évoluent au cours du temps. Donc, un facteur qui a peu d'importance sera plutôt vers le bas, et un facteur qui a beaucoup d'importance voilà, dans la charge mentale, on va dire, du client, ça va être, ça va être plutôt vers le haut. Voilà. Hop, attendez, j'ai perdu un petit. Voilà, c'est bon. J'ai perdu un écran, une fenêtre, parce que j'ai 4 fenêtres en parallèle, c'est un peu compliqué. Alors voilà, donc parmi les différents critères, il y en a 4 en fait, des critères qu'on étudie là dans ce modèle-là spécifiquement. Alors c'est les besoins, alors je vais vous les détailler juste après, hein, les preuves, le coût et le risque. Donc le premier critère, c'est le besoin. Alors je clique ici pour vous. Normalement, attendez, je crois que ça ne marche pas. J'ai une petite animation prévue qui était nickel. Je vais vous la refaire. Hop. Et oui, c'est normal. Elle n'était pas prête. Mais maintenant, elle est prête.
Je recommence. Voilà. Hop, je repartage mon écran. Voilà. Tac. Donc, le premier critère, c'est les besoins. Voilà. Alors, le besoin, c'est quoi? C'est est-ce que le produit qu'on me propose, alors dans la tête, du coup là, on est dans la tête de l'acheteur, la personne qui achète. Voilà, c'est est-ce que la chose qu'on me propose, le produit, la voiture, est-ce que ça répond à mon besoin? Est-ce que, là, à un moment, j'ai franchi la porte du magasin et est-ce que le vendeur il vient me proposer quelque chose? Est-ce que ça match un peu avec ce dont j'ai envie? Et au début, donc ce critère du besoin, il évolue au fur et à mesure de la vente. Et il évolue un peu en suivant cette courbe-là. Alors, c'est très schématique, hein, mais c'est juste pour montrer qu'au début, il évolue très fort. Donc là, c'est quasiment c'est hyper important. C'est-à-dire que je suis dans le magasin et je vais me diriger, on va me proposer des produits et il faut absolument que le produit réponde à mon besoin. Si je viens pour acheter une voiture et qu'on me vend une trottinette, évidemment, ça ne marche pas. Donc, c'est très logique ce que je dis. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que de voir qu'au début du processus, c'est effectivement, il faut que le produit corresponde à mon besoin. Et puis après, en phase, quand je suis en train, une fois qu'on a identifié une voiture, on commence à parler d'autre chose, et ben là, le besoin baisse, enfin, l'importance que le besoin corresponde, ça baisse puisqu'il a déjà été identifié. Donc, ça veut dire qu'il est toujours valide, mais dans ma tête, ben, j'ai plus besoin de vérifier que le besoin correspond parce que je l'ai déjà vérifié dans les premières phases. Et à la fin, il y a toujours, et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quand même, à la fin, on se pose une dernière fois la question, est-ce que tout le parcours que j'ai fait, parce qu'il y a une petite hausse sur la fin, est-ce que ça répond vraiment à mon besoin? Mais le gros du boulot est fait dès le début. Alors, le deuxième critère, c'est la preuve. Alors, en gros, la preuve, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui me prouve que le produit là qu'on est en train de me montrer fait réellement tout ce que le vendeur est en train de me raconter. J'ai envie d'avoir confiance. Voilà. Parce on peut me dire ça fait exactement tout ce que vous voulez, mais si j'y crois pas, si j'ai pas des éléments de preuve qui me rassurent de ce point de vue-là, et ben ça va pas, voilà, je vais pas pouvoir acheter le produit à la fin. Je pense que vous êtes d'accord. Et en fait, la preuve, donc c'est ici qu'on a ce qu'on appelle les éléments de réassurance. Donc par exemple la notoriété de la marque. Si vous achetez une certaine marque, vous savez que c'est quand même de la bonne qualité d'une manière générale. Ou ce qu'on appelle les preuves sociales, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes, d'autres clients qui sont un peu comme vous et qui disent ouais, ça c'est du 4 étoiles et demi. Quand on est sur Amazon et qu'on voit la liste des étoiles 1 à 5, bah, c'est de la preuve sociale. Évidemment, tout ce qui est démonstration ou test, c'est aussi voilà, c'est aussi un élément de preuve. Voilà, je manipule l'outil, enfin, je sais pas, le robot cuisine, hop, j'ai une démonstration à la maison, c'est pour ça qu'ils font ça à la maison. Hein. C'est comme ça, je peux moi-même manipuler l'outil et me rendre compte qu'en fait, j'y arrive tout seul. Et voilà, donc ça me prouve que c'est vraiment un outil qui est pratique. Et donc, cette preuve, elle évolue plus sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'au début, on a quand même besoin dès le début d'éléments de preuve, hein, c'est pas nul, mais c'est vraiment dans un second temps, une fois que le besoin a été couvert. Donc, première phase, j'ai un besoin et après, je dois vérifier que ça répond vraiment, que le produit est vraiment ce qu'on me raconte qu'il est. Quoi. Donc voilà, on se focalise vraiment dessus une fois que l'on est convaincu que le besoin est couvert. Et pareil, comme le besoin, une fois qu'on est convaincu, bah, on en a moins besoin de cette preuve-là parce qu'on est déjà passé par cette étape-là. Alors, troisième critère, pardon, c'est le risque. Quels sont les risques associés à l'achat de ce produit? S'il tombe en panne, si je n'arrive pas à l'utiliser, si j'achète un canapé, s'il est trop grand pour aller rentrer dans mon salon ou s'il ne va pas finalement dans le magasin, il a l'air bien, mais je ne suis pas sûr, peut-être qu'il est un peu massif, j'ai peur que si je le ramène chez moi, ce soit trop gros. Voilà, c'est toutes ces petites questions-là qui se disent ça me tente bien, ça m'a l'air valide, ça répond à mon besoin, mais là, j'ai un peu peur d'un truc. Et ça, ce qui est rigolo, c'est que ces éléments, ils arrivent. Alors, au début, ils sont assez peu là. Au début, on est assez ouvert sur toutes les possibilités. Puis, à fur et à mesure qu'on avance dans le processus, notre perception du risque, elle augmente parce qu'on se rend compte qu'on se rapproche de la signature. Et c'est là où, côté vendeur, c'est là où le vendeur, s'il nous rassure sur ces différents éléments de risque, bah c'est très rassurant. Par exemple, voilà, si vous achetez votre canapé, si vous ne va pas, vous nous rappelez, on vient le récupérer. Et c'est gratos, on vous rembourse, pas de question. Pour les matelas, voilà, vous avez le droit de dormir un mois dessus.
Et si au bout d'un mois, vous n'êtes pas satisfait, vous nous appelez, on vient le récupérer. Pas de problème. Et on ne pose pas de questions, c'est signé, même pas, on ne vous fait même pas payer plus cher pour ce truc-là. C'est inclus dans le produit, c'est tout. Et du coup, là, la petite peur qu'on peut avoir, est-ce que le matelas, je vais bien dormir dessus, etc., j'aurai pas mal au dos, bah, ok, bon, bah, super, j'ai juste à tester et j'ai pu. Et donc, le risque associé à cet achat, et bah, c'est un risque qui disparaît, du coup, parce qu'il est traité du côté du vendeur. Donc, ça, évidemment, donc ce risque progresse et atteint le maximum quasiment à la fin. Et le dernier élément, c'est le coût. Le prix, du coup, combien coûte le produit. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la question du prix prend surtout son importance à la fin du processus d'achat. Alors, au tout début, évidemment, on a une idée, donc il n'est pas nul, hein. On a une idée de la fourchette de prix, de la gamme qu'on souhaite. Donc, si le vendeur de voiture nous emmène vers le rayon Ferrari, voilà, je suis sûr que moi, je vais tout de suite pas être trop content. Donc au début, il a quand même une petite importance, mais en fait, vous voyez que c'est vraiment pas au début ce qui se passe. C'est qu'on est vraiment dans l'étude du besoin et que par contre, une fois qu'on a validé le besoin, une fois qu'on a validé les preuves, une fois que le risque est en train d'être géré, c'est-à-dire ok, il n'y a pas trop de risque, et ben c'est la question du prix. Ok, est-ce que je suis prêt à mettre tant d'argent? Est-ce que je suis prêt à investir à ce niveau dans le produit. Et en fait, c'est tout à fait logique parce qu'une fois qu'on sait que le produit répond à tous nos besoins, qu'on a confiance dans les preuves, qu'on a mis tous les risques, ben, en fait, on est beaucoup plus détendu. Déjà, on a éliminé toutes les variables. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est prêt à signer n'importe quoi. On a quand même encore notre regard critique sur les choses, mais on est capable d'avoir une discussion en ayant l'impression de maîtriser beaucoup plus l'objet qu'on va nous proposer. D'ailleurs, il y a d'autres études. Hein. J'avais regardé une étude qui a étudié plus de 30 000 appels téléphoniques entre des vendeurs et des acheteurs. Et en fait, à chaque fois, les bonnes ventes, c'est-à-dire celles qui aboutissent et sur lesquelles les clients sont satisfaits même après, hein, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte, sont celles où le prix intervient sur la fin de la discussion et pas au début. Parce que si on parle du prix dès le début, il y a une forme de crispation qui se met, on se crispe, et du coup, on n'entend plus le reste. Donc, c'est pour ça. Et alors, ça peut être très agaçant hein, quand on essaie de demander un prix des fois à un vendeur et qu'il est là en train de non, mais attendez, on en parlera à la fin. Généralement, c'est pour ces raisons-là. Alors après, il y a des manières plus subtiles de dire on en parle à la fin. On peut aussi donner des fourchettes pour rassurer. Bah, ça dépendra des différentes options, mais c'est entre ça et ça. Bref. Donc, en fait, si on schématise tout ça, on a 3 grandes phases qui sont 1, l'évaluation des besoins, 2, l'étude des preuves, et 3, l'analyse du risque. Et puis le prix quand même qui rentre en ligne de compte. Mais là, si on schématise l'importance des différentes courbes, on peut le mettre comme ça. Alors évidemment, c'est schématique. Hein. Vous voyez que la preuve a quand même son importance au tout début. Le coût aussi n'est pas non plus anodin. Mais ça permet en fait. Alors pourquoi je passe autant de temps, parce que ça fait quand même 15 minutes là, que je suis sur ce schéma. Parce que pour qu'on comprenne bien que le processus de vente, tout comme le processus de candidature, c'est aussi un processus psychologique pour le recruteur. Alors pour vous, c'est sûr, ça j'ai pas besoin, enfin quand on postule, c'est évident, mais aussi pour le recruteur. Donc la psychologie intervient énormément dans la décision finale. Enfin, c'est pas que c'est une décision rationnelle, mais qui s'appuie sur plein, enfin pas que, mais qui s'appuie sur ces critères. Et en fait, comment on applique ça dans un contexte de recrutement, du coup, là, je sors de l'univers de la vente et je pars dans l'univers du recrutement. Donc, quand je suis un recruteur, en gros, c'est phase 1, c'est première étude, c'est est-ce que cette personne répond à mon besoin. Deuxième, c'est est-ce que les preuves que cette personne m'apporte sont convaincantes. Et la partie risque, c'est est-ce qu'on prend un risque à l'embaucher. Voilà, est-ce qu'elle va bien s'intégrer dans l'équipe, etc. Alors aujourd'hui, on va surtout étudier cette partie-là. Enfin, c'est l'exercice que je vais vous proposer, c'est surtout la partie comment faire en sorte que le recruteur, quand il lise votre CV, il se dise yes, ça répond à mon besoin.
un petit peu les preuves aussi, je pense que, mais les preuves, c'est surtout la manière dont on va rédiger l'expérience, enfin les expériences qui vont rassurer. Et la partie risque, c'est alors, je n'ai pas d'atelier particulier là-dessus. Ça, sur les preuves, il y en a un qui viendra peut-être le mois prochain sur en fait, comment rédiger une expérience. En gros, c'est comment prouver qu'on a les compétences qu'on dit, notamment au sein des expériences. Et sur la partie risque, bah, c'est à vous d'essayer d'étudier les risques, de comprendre les risques et de proposer des réponses. C'est-à-dire que si vous pensez que vous êtes un peu jeune ou un peu vieux, ou qu'il vous manque un diplôme, ou je ne sais pas quoi par rapport à la problématique de l'entreprise, plutôt que de laisser ça un peu sous le tapis en se disant il ne va pas le voir, ou je pense, enfin, si on pense que c'est un problème, on va essayer de le devancer. Et donc de proposer des solutions pour ça. Donc, si par exemple, on a peur que l'autre nous croit qu'on est trop junior par rapport à leur problématique, alors que nous, on est convaincu qu'on a le bon niveau d'expérience, eh ben, on va lui montrer que même si je n'ai pas 10 ans d'expérience comme demandé, j'en ai 5. Et en fait, c'est largement suffisant parce que toutes les problématiques qu'il liste, je les ai déjà listées. Ou que je suis capable, que j'ai déjà managé des gens qui étaient plus vieux que moi. Enfin, voilà, il y a plein de manières de répondre aux différents risques. Et ça dépend des situations de chacun. Alors, il y a quand même une chose que je n'ai pas dite, je pense, mais c'est que, en fait, dans la vente et dans les. Enfin, moi, je suis convaincu dans les processus de recrutement, on passe quasiment tout le temps par ces différentes phases. Enfin, en tout cas, dans les processus de vente, c'est vrai. On passe toujours par toutes ces phases-là. Après, c'est à des vitesses différentes. C'est-à-dire que l'évaluation du besoin, est-ce que cette personne répond à mon besoin ou est-ce que ce produit répond à mon besoin? Peut-être que je le fais en 5 secondes. Et l'étude des preuves, peut-être que ça va me prendre 2 semaines. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment, dans ma tête, je me suis dit, OK, ça répond à mon besoin. Maintenant, je passe sur les preuves. Alors, évidemment, ce n'est pas conscient. On ne le fait pas consciemment. Alors, on n'est pas là avec notre petit processus d'achat. Voilà, je vais cocher telle case et telle case. Mais c'est grosso modo ce qui se passe. Donc, il y a des personnes qui fonctionnent de manière très intuitive sur la première phase et d'autres qui vont avoir besoin de choses beaucoup plus rationnelles. Donc, après, ça dépend aussi des individus qu'il y a derrière. Mais grosso modo, on peut répondre de plein de manières à cette question. Est-ce que cette personne répond? Bah oui, on a le même diplôme. Boum. Elle a le même diplôme que moi, donc je lui fais confiance. Tac, je sais ce qu'elle sait faire. Alors que c'est probablement faux, mais dans ma tête, elle répond à mon besoin. Voilà, c'est juste un exemple. Alors, donc pour faire ça, ça veut dire on va essayer de comprendre ce que veut l'entreprise et on va construire un CV qui répond à ses besoins. Donc, c'est-à-dire on va lister les 10, 15, 20 besoins entre guillemets de l'entreprise et on va les mettre dans notre CV si on a des réponses à apporter. C'est-à-dire, OK, vous avez besoin de quelqu'un qui sait faire ça, et bien écoutez, je sais faire ça parce que je l'ai fait dans telle ou telle expérience. Les preuves apportées sont-elles convaincantes? Là, ça va être la rédaction du CV qui fait qu'on va montrer que notre compétence, eh bien, on l'a fait dans un contexte qui est rassurant pour le recruteur. Donc, par exemple, je ne sais pas, j'ai fait de la gestion de projet dans un contexte similaire à ce que cherche l'entreprise, par exemple. Et donc, je vais raconter cette gestion de projet dans mon expérience passée. Prends ton risque à l'embaucher. Bon, là, j'en ai déjà parlé, analyser les risques et y répondre. Alors, on va passer sur l'exercice là, si vous voulez bien, mais avant de passer sur l'exercice, je vais quand même vous laisser un peu de temps pour savoir si vous avez des questions par rapport à tout ça. C'est peut-être beaucoup d'un coup, ou c'est peut-être hyper basique pour certains d'entre vous. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Pas de questions. OK, let's go. Alors, donc, je vais maintenant vous demander, donc on arrive sur la partie exercice. Allez, j'espère que vous aurez 15 minutes pour le faire. Et puis après, on aura un petit débrief. Alors, pour faire l'exercice, donc comme je vous disais, vous aurez besoin d'une offre d'emploi. Et le but de cet exercice, ça va être de remplir un tableau. Donc, je vais vous donner un lien après et vous pourrez télécharger un fichier dans lequel il y aura un tableau. Donc, en gros, hein, c'est assez basique, hein, c'est assez simple, vous allez voir. Vous allez prendre une annonce et vous allez récupérer juste les extraits qui vous semblent pertinents dans l'annonce. C'est-à-dire tout ce qui décrit soit le profil demandé, soit des éléments de contexte
intéressants. Par exemple, nous sommes une multinationale de 80 000 collaborateurs répartis dans 150 pays. On collabore principalement en anglais. Ça, c'est un élément de contexte qui est à retirer, par exemple, de côté multinational, de côté multilingue, que vous allez pouvoir donner des éléments de réponse par rapport à ça. Donc, dans la première colonne, vous allez mettre ça. Donc, vous allez avoir un tableau avec peut-être 5, 10, 20 lignes. Je pense qu'on est généralement autour de 10 et 20 lignes. Et ça va constituer un petit peu la base de départ. On va considérer de manière alors, un peu naïve que cela représente les besoins de l'entreprise. Alors, je dis un peu naïf parce que dans la manière dont les entreprises rédigent les offres, des fois, elles oublient des choses. Ou des fois, voilà, il y a des choses qui sont tellement évidentes qu'elles ne les mentionnent pas, mais en fait, elles en ont besoin. Donc, on part quand même de ce point de départ-là, mais après, il y a peut-être un travail aussi critique à faire par rapport aux annonces. Dans la deuxième colonne, on va noter alors, un truc un peu plus compliqué, du coup, ce que le recruteur cherche à savoir. Alors, ce que j'ai appelé un peu plus tôt les questions cachées, et bon, je vais en parler un petit peu après, mais on va en fait développer, là dans la colonne gauche, on aura mis peut-être 2 ou 3 mots-clés, et dans la partie centrale, en fait, on va développer plein de questions par rapport à cette chose-là, par rapport à ce premier élément. Mais on va juste se donner un peu de temps pour ça. Et dans la dernière colonne, on va juste lister les missions qu'on a réalisées personnellement dans toute sa vie pro ou perso ou extra-professionnelle qui montrent qu'on a déjà fait la chose demandée. Alors, notamment dans les questions, alors soit dans la première colonne, soit dans la deuxième colonne. Donc ça, en fait, tout ce qu'on aura dans la dernière colonne à droite, là, ça va être une espèce de pense-bête pour le jour où vous allez rédiger votre CV dans le détail. C'est-à-dire que vous aurez en fait votre squelette de CV. Vous aurez toutes les missions que vous devez mettre dans votre CV quand vous le construirez. Et c'est ça notre squelette de CV. Hop. Alors, donc, c'est parti. Donc, je vous donne alors, je vais partager ici un lien dans le chat pour récupérer, où vous pourrez récupérer un template. Alors, attendez, il faut juste que je retrouve où est le chart. Parce que voilà. Hop. Ah, il y a quelqu'un qui avait une question, mais je n'ai pas vu dans le chat. Eh ben, je vais prendre la question. Alors, je vous mets le lien quand même vers le... voilà, vous pouvez aller sur cette URL-là, télécharger le fichier. Et c'est un fichier avec le tableau. Hein. Hop. Alors, je vais quand même vous montrer quelque chose. Alors, Laurence, vous aviez une question. Si vous avez toujours votre question. Oui, pardon, je n'avais pas activé mon micro. Non, mais pas de souci. Je n'avais pas vu la question. J'ai une question parce que moi, j'ai eu quelqu'un justement dans mon entreprise. En fait, je suis en mobilité interne et qui me demandait aussi de mettre en lumière comment j'allais m'épanouir dans le poste pour rassurer aussi mon recruteur. Bah super, là, il est sur l'analyse du risque. Voilà, c'est ça. Et alors, ça, j'ai jamais eu. Enfin, voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas postulé. Et du coup, je ne sais pas, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées d'ailleurs, c'est pour moi un critère que je ne connaissais pas du tout auparavant. Voilà. Ouais. Tout à fait. Merci pour ce témoignage parce que je pense que ça dépend des entreprises, mais beaucoup ont envie de se projeter dans la durée aussi. Un recrutement, ça coûte cher. Ça coûte super cher en fait. Un recrutement, je crois que c'est 50 000 € en moyenne en fait. Et encore pas pour les cadres, je crois. En prenant en compte le temps que les gens y passent et le risque associé, c'est-à-dire que si on se plante, il faut recommencer tout le processus. Donc, ils ont tout intérêt, en fait, les entreprises qui recrutent ont tout intérêt à ce que la personne s'éclate dans son nouveau job. Alors après, à l'entreprise aussi de faire son taf pour que ce soit le cas. Mais ouais, du coup, cette question-là, ouais, hyper importante. Ouais. Et là, c'est plutôt. Alors, il y a 2 manières, je pense, d'y répondre. C'est la lettre de motivation, évidemment. Et puis aussi le texte de présentation, ce qu'on peut faire sur certains CV, sur du buzz, on a un texte de présentation. Et c'est là, notamment, on essaye de montrer ses motivations intrinsèques. C'est-à-dire, alors, on peut être intéressé par l'argent dans la vie ou par le fait d'avoir une voiture de fonction, mais ce n'est pas ça qui va montrer qu'on va s'épanouir dans le poste. Donc, comment montrer, en fait, que ces valeurs personnelles
ses valeurs personnelles ou son envie de contribution correspondent au poste en fait qu'on va viser. Donc ça c'est effectivement ça c'est tout un sujet aussi, comment essayer de formuler ce qu'on appelle des fois un petit peu le why, le pourquoi je fais ce métier-là aujourd'hui. Mm-hmm. Et là, on le voit un petit peu là, en répondant aux questions là, du tableau, ou ça, c'est notre formation? Non, alors moi, en plus, j'ai même pas beaucoup de contenu par rapport à ça. Il y a un bouquin qui est bien là-dessus. Alors, il y a 2 livres, mais il y en a un. Alors, il y a le titre en anglais, c'est Start with Why de Simon Sinek. Ça doit être Commencer par le pourquoi, ou je ne sais pas quoi en français. Je pense qu'il est traduit. Et je pense qu'il avait même fait des contenus sur la recherche d'emploi aussi. Donc là, il théorise un petit peu sur ce que c'est que ce pourquoi je fais les choses, en fait, et comment on peut essayer de le formuler. Et après, il y a un autre bouquin un peu plus pratique qui s'appelle Business Model You. Hop. Alors, je le mets dans le chat. Business Model You, c'est Start with Why. Ou commencer par le pourquoi. L'auteur, je crois que ça s'écrit. Et alors, le Business Model You, il est très sympa. Alors, c'est un petit bouquin sympa avec pas mal d'exercices. Donc, c'est des exercices un peu d'introspection et puis de réflexion un peu. Et il y a une section notamment où on formule un petit peu justement ce qu'ils appellent comment ils appellent ça? Je ne sais plus. La contribution, je crois que c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est la contribution. Ouais, voilà. Donc voilà, ça c'est j'aurais bien aimé envoyer une ressource là un peu accessible gratuitement, mais là j'ai 2 bouquins mais qui sont vraiment intéressants si c'est une problématique qui vous concerne. Surtout que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se développe dans pas mal, dans pas mal d'entreprises. C'est que moi, ça fait que 3 ans que je n'avais pas postulé et voilà, tout simplement. Oui, maintenant, oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a de plus en plus ça. Ouais. Alors, je reviens juste sur mon fil. Merci. De rien. Par rapport à l'exercice, j'avais fait un petit exemple, par exemple, d'une annonce, juste pour vous parler un peu de la partie centrale. Je prenais une annonce d'emploi, je crois que c'était pour un constructeur de bateaux, et notamment pour, je ne sais plus si c'était dans le domaine RH, ouais, c'est ça, c'était responsable RH dans le nautisme, donc constructeur de bateaux. Et un extrait de l'annonce est, par exemple, donc nous, on est une entreprise dans le nautisme et l'habitat de loisirs. Et en fait, ce qui est intéressant dans la deuxième colonne, c'est surtout celle-là qui est intéressante, c'est de se dire qu'est-ce que le recruteur cherche à savoir. Alors, il ne le cherche pas inconsciemment et consciemment, mais à un moment, si vous lui montrez des éléments qui répondent à ces questions-là, ça va lui faire une petite correspondance en fait avec la partie à gauche. Donc, en gros, là, ça, c'est assez basique. En gros, la question, c'est est-ce que vous avez déjà travaillé dans le nautisme, dans l'habitat de loisirs ou dans des domaines proches? L'intérêt de ça, c'est qu'il va comprendre que vous connaissez déjà son univers. Voilà. Enfin, l'univers de l'entreprise. Et donc, c'est un petit élément de réassurance. Alors, ça, c'est un élément de contexte. Donc, ce n'est pas forcément le plus important. On va prendre un troisième, par exemple, dans l'annonce, c'est marqué « Déployer et piloter la stratégie RH définie par le groupe ». Ça, c'est une mission qu'on va confier au responsable RH qu'on va recruter. Et donc là, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et donc, déployer et piloter, alors à chaque fois, on va avoir la question cachée qui est « Est-ce que vous avez déjà mis ça en œuvre ?» Donc, déployer, est-ce que vous avez déjà déployé une stratégie RH? Voilà, est-ce que vous l'avez déjà fait par le passé? Est-ce que vous savez mettre en œuvre une politique? Est-ce que derrière le terme piloter, on a cette idée, est-ce que vous savez où en sont les projets? Est-ce que vous savez corriger en cours de route si besoin? Parce que dans la notion de pilotage, il y a OK, je sais où j'en suis, mais je peux aussi changer. Est-ce que vous savez, et est-ce que vous avez des exemples où ça a été le cas? Voilà. Et du coup, c'est ça qui, derrière, dans la troisième colonne, va nous permettre de prouver qu'on a eu telle ou telle expérience. Donc là, par exemple, moi, si je suis un candidat qui va postuler, je vais me dire, tiens, chez mon expérience chez Temporal en 2014, j'ai mis en œuvre les entretiens individuels. Il n'y en avait que 40% qui étaient faits. On est passé à 80% en 6 mois. Et voilà. Et ça a nécessité l'implication des managers. Donc, voilà. Chez Ballistico en 2016, j'ai mis en place des tableaux de bord
basé sur 30 indicateurs et dont 10 étaient remontés à la RH mensuellement. Ça veut juste dire que j'ai mis en place des outils de pilotage. Voilà. Peut-être que je pourrais aussi montrer que j'ai utilisé ces tableaux de bord à certains moments, dans des moments critiques, pour changer ou pour changer une orientation qui était mal partie. Voilà. Et donc ça, je vais le noter ici en fait. Voilà. OK. Donc, je vous ai un tout petit peu montré ce que ça voulait dire. Donc, là, je vous propose de passer, on est à 43, là, donc on va essayer d'y passer 10 minutes, je pense, sur récupérer une offre d'emploi, surligner les contextes, compétences et qualités demandées dans l'annonce, et puis après, remplissez les 3 colonnes. Alors, vous n'allez pas pouvoir tout remplir, hein, donc peut-être commencer par essayer de remplir peut-être juste 2-3 lignes et les 3 colonnes de ces 2-3 lignes, ce sera déjà un bon point de départ. Mais évidemment, si on ne se donne que 10 minutes, c'est un peu court. Mais ce n'est pas grave, c'est juste histoire de se lancer pour commencer un truc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça vous va? OK. Alors moi, je vais couper mon micro pour vous laisser travailler tranquille. Et puis, par contre, je suis toujours derrière mon écran. Donc, si vous avez une question, allumez votre micro et puis j'essaierai de répondre à… Allez, je vais vous mettre les exemples sous les yeux. Ouais, super. Hop. C'est ça, hein. Les exemples, c'est ça que vous avez. Je peux zoomer aussi. J'ai une question, excuse-moi, Oui. Élise. Oui. Tu sais, pour les extraits de l'annonce, il faut Oui. mettre les missions principales ou le profil recherché. Oui. Les deux? Alors, en fait, tout ce qui parle… Alors, il y a les éléments de contexte. Ouais, et puis oui, c'est ça, mission demandée et profil. C'est-à-dire que profil, ça va principalement être les qualités, je pense, ou les diplômes, ou les choses comme ça. Oui, ça, il faut le mettre parce que tu auras des éléments de réponse à donner après. D'accord, ok, merci. Par rapport où est-ce que quelqu'un qui pense avoir à peu près fait un truc sympa souhaite partager avec le reste du groupe ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui oserait se lancer ou c'est encore un peu trop tôt et vous êtes trop timide? Alors, qu'en pensez-vous? Non, personne? Personne pour se lancer? Si. Ah, Alors. c'est Idan, merci. Est-ce que tu veux partager ton écran? Oui, ça marche. Allez, super. Je vais juste organiser. Alors, attends, je regarde si tu peux… attends, peut-être que tu n'as pas le droit encore. Ouais, c'est bon, ça y est, je viens d'ouvrir l'autorisation. Et partager. Tu vois c'est le bouton. Ouais, super. Alors. Donc, c'est pour une offre de responsable département logistique, donc responsable d'équipe logistique à Decathlon. OK. Donc, si je résume un peu Alors, très bien. Donc, tu as noté culture d'entreprise, faire jouer collectif, travail d'équipe, une passion collective pour le sport. Donc là, c'est plus sur la culture. OK. Alors, qu'est-ce que le recruteur cherche à savoir? Est-ce que vous avez l'esprit d'équipe? Est-ce que tu as déjà joué? Ouais, est-ce que tu as déjà fait du sport? Dans des équipes de sport. Moi, j'aurais posé d'autres questions aussi, peut-être. Je pense que ça va au-delà du sport pur. Enfin, ouais, dans la première ligne, ça pourrait aussi être tu vois, les travaux étudiants, les choses comme ça, dans les montrer en fait. Est-ce que tu as fait déjà travaillé en groupe avec d'autres personnes en fait, ça, déjà c'est que ça veut dire. Mais ça peut être intéressant juste même de le formuler comme ça parce que en troisième colonne, tu vas avoir envie de rajouter des choses. Mais est-ce que vous avez est-ce que vous avez déjà travaillé en groupe? Est-ce que jouer collectif? Pas mal. Alors ça c'est intéressant ce truc-là parce que ça va aussi se ressentir dans la formulation, dans la manière dont tu formules aussi tes expériences et tout ça. Si tu parles, par exemple, si tu parles de je ou si tu parles de nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps mettre nous jamais, et inversement, mais c'est que va peut-être falloir mettre des fois ces notions-là en avant. En tout cas, c'est intéressant. Passion collective en notion sport, foot, ok, suivi des sportifs. Bon. Là, c'est difficile de se distinguer sur le sport parce que ça fait vraiment partie des…
ça fait vraiment partie de ce que beaucoup de monde fait, en fait. Donc, et alors, après, sur la partie donc, tu as mis, tu fais du foot en loisir, c'est-à-dire en loisir? Oui, c'est pour En équipe? oui, en Ouais, équipe, oui. d'accord. D'accord, quand même. OK. Depuis longtemps? Depuis, je dirais, j'ai arrêté depuis le confinement, mais je dirais depuis 2 ans, quoi. D'accord. OK, ça marche. Et tu en as fait quand tu étais petit? Et oui, aussi. OK, ça marche. Bon, il y a peut-être moyen de trouver des choses autour de ça, hein, quand même. Mais, D'accord, je vois. alors après, entrepôt, approvisionnement de magasin, objectif, délai, qualité, sécurité, coût. OK, alors là, il y a beaucoup à dire. Limite, il aurait fallu faire plusieurs lignes. Mais est-ce que tu as déjà travaillé en entrepôt? OK. Est-ce que tu as déjà travaillé sur l'approvisionnement? Est-ce que tu as déjà eu des objectifs de délai, de qualité, de sécurité, de coût? Est-ce que tu les as atteints, dépassés? Voilà, là, on peut avoir plein de sous-questions là-dessus. Voilà, et donc là, il y a toutes les réponses en face qui vont. Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu as des missions dans lesquelles tu avais des notions de délai, de qualité, de sécurité, de coût? Je crois que tu en avais en plus, on avait déjà discuté de mémoire. Oui, oui, c'est pas un entrepôt, mais oui, Oui, bah oui, mais c'était des sur objectifs la logistique. Ouais. exactement. Donc là-dessus, voilà, là, faut aller encore plus loin dans le détail, mais l'idée est là. Et notamment, en fait, c'est là où on se rend compte sur la partie 2, on peut facilement en mettre, normalement, on peut en mettre beaucoup. Enfin, beaucoup. On peut aller plus que sur une ligne. Juste un exemple, c'est souvent limité. Tu vois, là, tu avais la notion de délai, de qualité, de coût. Est-ce que je suis capable de tenir des délais d'une manière générale? Est-ce que si j'ai un cahier des qualité, on peut, voilà, ça peut se rapprocher de cahier des charges éventuellement aussi. Donc, est-ce que comment je mesure la qualité? Est-ce que j'ai déjà pareil sur les notions de normes, parce que qualité, il y a la notion de normes. Voilà, est-ce que j'ai déjà travaillé dans un environnement où il y avait des normes à mettre en place? Est-ce que je connais certaines normes? Pareil sur la sécurité, du coup. Et sur l'objectif de coût aussi, ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il va falloir chiffrer des choses à un moment. C'est-à-dire, alors ça c'est un des grands, si on est capable à un moment d'évaluer combien on a fait gagner à son entreprise ou combien on lui a fait économiser, ça fait partie des choses super intéressantes. En fait, parce que d'une manière générale, si on veut, tout travail limite consiste à un moment à soit faire gagner un peu, soit faire économiser un peu d'argent à son entreprise. Si on simplifie énormément. Et du coup, si on peut se rattacher à quelque chose, à un chiffre de ce type-là, c'est super, quoi. Voilà, donc si à un moment tu peux montrer que tu as eu ce type d'objectif et que tu étais dedans, voilà, c'est idéal, quoi. Ok, super. Bah, écoute, merci. Ah, t'en avais d'autres. Ok, super. Recrutement, intégration, formation. Ok, action pour recrutement, l'intégration, la formation, l'animation d'équipe de 15 à 20 personnes, organisation de ton équipe. Ok, travail d'équipe pour l'investissement de prévision, formation des utilisateurs, la plateforme machin truc, BW, pardon. Oui, ok. Et par contre, tu n'as jamais été, toi, en charge d'une équipe, hein? non, jamais. Ok, donc là, il y a potentiellement risque, entre guillemets, ou décalage. Donc, il faut que tu rassures là-dessus. Voilà, donc tout ce qui est notion de leadership. Alors, à cette manière assez intéressante, quand on regarde les études sur la lecture des qualités personnelles, enfin, tous ces soft skills, donc les notions de leadership, sont déduites, notamment, si effectivement tu es capable de montrer que tu as travaillé en équipe et notamment dans les trucs sportifs. C'est un des rares endroits où le sport marche bien, est vraiment utile dans un CV, c'est sur les capacités de leadership. Donc, si tu étais capitaine de l'équipe ou si tu étais je ne sais pas quoi, voilà, c'est des choses à mettre en avant. Mais là, je ne sais pas si toi, c'est trop ton cas, mais… T'es gardien de but. Donc, ah ouais, gardien de but. je pense Ouais, que mais je vais le garder pour moi. non, c'est bien, le gardien de but, c'est important. Bon. Alors, on a une question de Clara. Je travaille depuis plus de 3 années. Faut-il sélectionner 16 expériences car elles correspondent plus bien à l'offre? Car si je ne fais pas ça, ça ne montre pas l'aisance relationnelle que j'ai obtenue. Alors, je travaille depuis plus de 3 années. Je ne suis pas sûr de comprendre la question.
Faut-il sélectionner les expériences récentes ou plus anciennes? Ah non, c'est pas ça. En fait, je travaille depuis début 2018. D'accord. Donc, j'ai acquis depuis 2018 des expériences multiples. Parce que moi, je suis plus spécialisée dans le médical et j'ai Ouais. aussi des expériences dans l'accueil. Ok. Et je sais pas si je dois tout mettre parce que ça fait un peu chargé sur mon CV. Ou alors, est-ce que j'enlève les expériences d'hôtesse d'accueil? Alors, si tu as eu plusieurs expériences d'hôtesse d'accueil, tu peux juste en mettre une. Tu mets juste hôtesse d'accueil dans différentes Oui, structures. oui. Voilà. Et du coup, ça prend assez peu de place. Parce que je les détaille trop, mes expériences, faut peut-être que j'en mette moins parce que ça va un peu. Bah, alors, si ça correspond pas, c'est ça tout l'intérêt en fait de cet exercice-là, c'est de se rendre compte de ça. C'est si effectivement dans ta colonne de droite, tu as juste la partie accueil qui est intéressante par rapport à ton expérience d'accueil, bah, tu vas juste garder cette partie-là en fait Mm. dans ta présentation. Et après, si tu as fait, mettons, 5 missions d'expérience d'accueil, tu la synthétises en une seule, on va dire. Donc, tu vas mettre hôtesse d'accueil et peut-être en introduction, tu vas dire entre 2014 et 2018, j'ai eu 3-4 expériences d'accueil. D'accord. Et là, tu dis, tu fais juste une synthèse des différentes missions. Enfin, donc, je devais accueillir entre 10 et 150 personnes par jour dans des contextes tels et tels, etc. Oui. C'est un peu rapide peut-être comme explication, mais Parce que peut-être que je peux le dire dans la lettre de motivation et pas forcément le renseigner dans le CV. essaye de le remettre dans le CV quand même, Mm. si possible, parce que ça, c'est un rappel. Donc, si après, à moins que tu aies que des choses pertinentes à dire dans tes expériences qui sont encore plus importantes et récentes, Mais ce qu'il y mais a, avoir. c'est que mes expériences, elles sont plutôt courtes Ouais. et je pense que c'est valorisant de montrer que j'ai travaillé à plusieurs reprises. Ça dépend. Mm. Est-ce que ça l'est vraiment ou pas? Enfin, ça dépend par rapport au poste. Si c'est des postes où ils cherchent plutôt des juniors ou des jeunes diplômés, bah, écoute, c'est pas si gênant que ça. Mm. Enfin, il faut vraiment après se rendre compte, ouais, qu'est-ce que ça raconte est-ce que ça raconte des compétences dans ce cas-là qui Voilà. sont demandées, dans ce cas-là, il faut les mettre, mais est-ce que tu le fais parce que ça raconte autre chose? Voilà, le fait que tu travailles, tu sois travailleuse, que tu aies travaillé pendant tes études, ou je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais D'accord. Mm. ça peut dénoter aussi d'autres choses intéressantes que les compétences pures. Enfin, Oui, d'accord. Merci. j'espère que ça répond, je ne suis pas Oui, totalement oui, sûr, mais ouais, merci. ok. Ok, voilà. Donc, du coup, là, Zédan, je pense que là, ouais, t'en es où, toi? Tu penses que faut déployer un peu les contenus, hein, du coup, je pense. Mais l'idée est là, hein. Donc, et on voit bien que sur la partie droite, on a déjà tes contenus. Intéressant, quoi. Il y a juste peut-être sur le sens du service. Ça, par contre, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent par ça. Ah, Ils, de- ils demandent à la fin avoir le sens du service. ouais. Alors, je sais pas, je pense que peut-être que les autres participants auront des idées. Moi, ce que j'entends par là, c'est est-ce que tu es prêt à rendre service? Tu vois, moi, je me balade dans un Décathlon et Est-ce que tu as le service client dans l'âme, je pense? ouais, c'est ça. Voilà, quelqu'un qui a une question, est-ce que tu vas un peu te démener pour lui répondre, pour répondre à son problème, quoi. C'est ce que je pense aussi. Voilà, des fois, tu as un vendeur qui te dit, bon, bah, c'est dans le rayon par là-bas, là. Puis tu as celui qui va vraiment t'amener au bout et te montrer le truc. Et voilà. Bon. Ok. Conseiller. Alors après, comment le montrer voilà, dans un CV? Ça, c'est intéressant parce que là, c'est une question qui n'est pas évidente tout de suite. C'est que tu as déjà fait du travail peut-être de ce type-là, du travail de conseil, ou ça peut être aussi ton attitude avec tes collègues, etc. Enfin, voilà, des fois, on aide un collègue sur un sujet parce qu'on connaît un peu le sujet, c'est pas trop notre boulot de l'aider, mais en fait, on lui file un coup de main. Et donc, alors ça peut ressortir soit sur le CV, notamment dans le côté travail d'équipe, soit aussi dans l'entretien quand on est capable de raconter des histoires, hein, de raconter une expérience. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exercice? J'ai un dernier petit truc à ajouter là sur l'approche et après je vous laisse parce qu'on a déjà dépassé l'heure en fait.
Pas trop de questions. Alors, je voulais juste quand même terminer par, vous vous rendez compte que cet exercice prend du temps. Voilà, en 15 minutes, on a un peu effleuré le sujet. Alors, comment ne pas y passer tout son temps, du coup, à travailler comme ça? Déjà, c'est un changement un petit peu d'approche par rapport à l'idée d'envoyer une offre, d'envoyer une candidature dès qu'on voit un CV. C'est-à-dire que là, ici, on va vraiment commencer à sélectionner ses cibles, à se dire ça, c'est ce que je veux, ça, c'est ce que je ne veux pas, et du coup, à passer plus de temps dessus. Donc, ça veut dire on ne shoot pas à chaque fois. Enfin, ça dépend un peu du volume d'offres que vous voyez, hein, mais c'est beaucoup plus difficile de shooter à chaque fois avec ça. Par contre, il y a une probabilité de réussite qui est quand même plus élevée, vraisemblablement, parce que vous répondez mieux. Celui-là, hyper important, éliminer les doutes le plus vite possible. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance des fois à envoyer une candidature en se disant bah là, il demande un bac+5, moi je suis à +3, mais je pense que ça passe. Allez, j'envoie. Alors là, si vous vous dites ça, vous allez passer du temps sur un CV dont vous n'êtes pas sûr qu'il sera vraiment bien lu. Parce que, ah ouais, non, celui-là, on a vraiment besoin d'un bac+5, on a une vraie raison. Donc celui-là, on l'élimine direct. Boum. Et du coup, vous avez passé 2 heures voilà, pour rien. Donc pour éliminer les doutes, le plus simple, le plus rapide, le plus efficace, c'est de passer un coup de fil. Donc c'est juste d'appeler, ou email, hein, mais juste essayer de prendre l'info. Dire bon écoutez là moi j'ai vu votre offre, je la trouve super intéressante, je pense que j'y réponds parfaitement, enfin j'y réponds sur plein de points de vue. Il y a juste un petit truc, c'est par rapport au diplôme là, vous demandez un bac+5, est-ce que c'est vraiment un impondérable pour vous, ou parce que moi je suis bac+3 mais j'ai toutes les expériences et les compétences demandées, donc je pense que je réponds, mais est-ce que vous voulez quand même que j'envoie ma candidature ou pas, et là vous aurez un meilleur sens de si c'est vraiment indispensable ou pas. Voilà, alors il y a aussi un autre truc à comprendre, hein, c'est que le premier CV, quand on fait comme ça, prend du temps et évidemment, les autres seront plus rapides. Alors, il y a deux manières. Un, vous allez comprendre de plus la méthode. Donc, si vous avez un nouveau CV à refaire entièrement avec cette méthode-là, la deuxième fois, ce sera beaucoup plus rapide parce que vous aurez les réflexes. Et aussi et surtout, c'est que la plupart des offres auxquelles vous répondez, il y a quand même pas mal de recoupements, enfin, j'imagine. Donc peut-être 50, 60, 70% des offres en fait, se ressemblent. Donc, il y a tout ce travail-là, vous l'aurez déjà fait. Donc, la fois d'après, vous n'aurez plus besoin de passer 2 heures à faire votre tableau et à constituer votre CV après. Voilà, c'était juste sur la partie comment ne pas y passer tout son temps. Voilà, donc merci. Je vais quand même vous laisser la possibilité de poser d'autres questions, mais je voulais juste préciser qu'à la semaine prochaine, je fais un autre atelier sur l'idée de créer des groupes d'entraide, ce qu'on appelle les masterminds dans le jargon. L'idée, c'est de se réunir avec des personnes qui sont alors, en recherche d'emploi, sur des profils, si possible, un peu similaires aux vôtres, dans les mêmes problématiques, mais pas forcément avec trop de recoupement. C'est bien d'avoir un peu de variation aussi. Et l'idée, c'est de se réunir toutes les semaines pour faire le point. En gros, vous passez 1 heure, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, les sujets sur lesquels j'ai du mal. Là, je suis en train de refaire mon CV, je galère, je n'arrive pas à formuler, ou je n'arrive pas à envoyer une annonce, je ne sais pas pourquoi. Et alors, chacun fait son petit tour de table comme ça, et ça permet un peu de se poser et de s'organiser en fait ensemble. Autre intérêt, donc ça c'est assez sympa, tout ce qui est motivation, tout ce qui est challenge individuel, c'est-à-dire bah tiens ouais, tu as du mal à écrire une offre d'emploi, bah moi j'ai l'impression que c'est pour ça, enfin tu as du mal à écrire une réponse à une offre, est-ce que c'est pas pour ça à ton avis, parce qu'en ce moment je sais pas quoi, parce que on commence à se connaître au bout d'un moment, et donc ça aide vachement. Et là où quand on est avec la famille ou les conjoints, etc., au bout d'un moment c'est plus dur. Parce que des fois, c'est fatigant pour eux ou pour vous aussi d'avoir les mêmes conseils, et ça crée des tensions, tandis que là, quand on est dans un petit groupe comme ça, bah, c'est beaucoup plus facile. Et puis, les autres vivent un peu la même chose que vous, donc ça permet de surfiler aussi pas mal de tuyaux. Donc, si vous êtes dispo la semaine prochaine à la même heure, et ben, je vous envoie le lien pour vous inscrire. Et ce qu'on fera, c'est que du coup, je vous présenterai un petit peu le principe complet, et puis après on fera voilà, il y aura un espace sur lequel on pourra vous pourrez vous mettre en relation pour dire tiens moi je suis machin, j'en suis là, etc. Et d'autres personnes pour vous dire ok bah, ça m'intéresse de faire un groupe de discussion de 3 à 4, c'est pas mal. Oui, Maryse.
je vais vous demander ça. Le CV, je sais qu'il doit être en une seule page, mais moi, j'ai quand même acquis beaucoup d'expérience en 10 ans d'expérience, parce que là, je fais face à un licenciement économique à cause du Covid. Est-ce que le CV, s'il est sur 2 pages, c'est problématique? Il faut vraiment que j'essaie de faire que sur une page. Non, c'est pas problématique. Voilà. Alors attends, je t'envoie juste hop, sur le blog de YouBuzz, blog.youbuzz.com. J'ai fait voilà, une étude assez longue sur le CV sur une page ou deux. Donc je vous invite à la lire là-dessus parce qu'en fait, il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Voilà. C'est des opinions. Dans certains contextes, c'est peut-être vrai, dans d'autres, c'est pas vrai, mais voilà, des fois on dit les étudiants, il faut que ça tienne sur une page. Bah, pas forcément. Voilà. Les seniors, il faut que ça c'est peut vraiment en tenir. fonction un peu de ce qu'on fait. Okay. Ce qui me semble vraiment important, c'est mettre du contenu qui répond aux besoins. C'est ce qu'on a vu là, en fait. Et si 100% de ce que vous dites, ça répond, OK. Si par contre, il y en a 5, ça tient sur 2 pages et qu'il y a la moitié des éléments de contenu qui répondent vraiment, bon, voilà, vous pouvez essayer de les supprimer. OK. J'ai lu tous vos articles. Merci, Lise. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Madame Ledec. En fait, moi, j'ai une question à vous poser. Oui. J'ai envie de savoir si on peut trouver toutes les informations dont vous avez parlé tout à l'heure sur le site de YouBuzz. Alors, je vais publier cette vidéo dans les jours qui viennent, enfin, soit demain, soit peut-être la semaine prochaine, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas ce que vous cherchez comme information spécifiquement. En fait, oui, parce que moi, je suis là, j'écoute votre webinar au sein de l'entreprise et il y a même la présence de mon responsable, donc je ne pouvais pas interagir. Très bien. Donc, je me suis dit, voilà, j'étais en fait, j'étais en train d'écouter, en même temps, je surveillais mon responsable si il peut, parce que c'est quand même, je ne sais pas comment qualifier ça. Et j'avais peur qu'il découvre en fait, et du coup, j'avais pas d'interaction avec vous. Et là, je me suis isolée pour profiter, voilà, poser la question. Ça marche. Alors, bah oui, du coup, alors vu que vous êtes inscrite ici, je vais envoyer un mail où vous aurez accès. Enfin, je vous enverrai le replay de cette présentation. Et après, sachant qu'on en fait toutes les semaines aussi, hein, donc j'aborde un certain nombre de thématiques. Oui. Oui, oui. Et sachant, alors les prochaines thématiques, je n'ai pas encore fait l'agenda du mois de mars, mais je pense qu'on va refaire un atelier sur la rédaction d'une expérience. Voilà, comment essayer de rédiger une expérience en étant efficace. Un autre atelier sur les soft skills, comment parler des soft skills sur le CV, parce que là, c'est pareil, il y a plein de choses à dire. Et je vois assez peu de littérature sur le sujet, donc je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Oui, voilà, l'analyse de l'offre, elle est sur le site, effectivement. Après, là, j'ai rajouté des petites choses qu'il n'y avait pas sur le site. D'accord. Et vous les faites tous les jeudis ou il y a des jours où… Parce que moi, je suis en télétravail parfois, donc je serai plus à l'aise en fait en étant en télétravail. Oui, a priori, pour l'instant, c'est les jeudis. Ouais. Du coup, j'ai pas de chance. 14 à 15, ouais. Toujours de 14h à 15h. En ce moment, ouais. Après, des fois, c'est possible que ça change, mais là, oui, ça dépend un peu de mon emploi du temps. C'est vrai que, bon, pour vous dire, avant, c'était le mardi, mais ma femme est en télétravail aussi d'habitude, et le mardi, elle a des réunions le mardi en même temps. Donc, voilà, on s'est réparti le boulot comme ça. Donc, si on prend votre offre prime sur votre site internet de YouBuzz, est-ce qu'on aura ces conseils individuellement ou pas? Alors, non, ça, c'est gratuit, donc vous pouvez accéder même si vous n'êtes pas sur de YouBuzz. Et alors, je ne peux pas passer du temps individuellement sur le premium. Après, on a des propositions. Enfin, je peux faire de la relecture de CV en face à face, mais là, c'est un peu plus cher, quoi. Enfin, voilà, là, c'est du temps. Et du coup, c'est 75 € la relecture. On passe 1 heure en face à face en visio. Et puis après, on travaille donc spécifiquement sur le CV. Après, vous avez un peu de temps pour le réécrire. Et après, je fais juste un débrief sur le travail qui a été fait entre-temps. Mais bon, du coup, c'est quand même un certain coût, quoi. Là, c'est gratuit. Entre nous, quand on est collectivement, c'est gratuit. Est-ce que vous avez des ateliers pour se vendre en tant que fonctionnaire pour postuler dans le privé? Eh bien, non. C'est une bonne question, je ne sais pas. Après, sur ces… Oui, effectivement, l'APEC sur un accompagnement personnalisé, effectivement, APEC où…
il y a plein de, ou même Pôle emploi hein, peut faire des très bons accompagnements. Donc, il y a des accompagnements gratuits qui sont déjà financés. Donc, se vendre en tant que fonctionnaire pour postuler dans le privé. Donc, non, je n'ai pas ça en stock. Après, pour moi, je pense, mais à voir hein, peut-être en détail, mais je pense que les logiques sont les mêmes. C'est-à-dire, on a des expériences, on a fait des choses qui prouvent des compétences. Voilà. Il y a peut-être un a priori sur le monde du public. Voilà, donc à vous de voir. Mais je pense que généralement, les expériences parlent d'elles-mêmes en fait. Donc, ce qu'on a fait dans une expérience doit pouvoir prouver que vous savez faire les choses. Donc voilà, je ne sais pas si derrière cette question se cachaient d'autres sous-questions. Oui, c'était surtout par rapport aux a priori que je rencontre parce que du coup, fonctionnaire, en général, il y a une mauvaise image derrière. Donc, vous avez bossé où? En fait, je travaille à la ville de Lyon. D'accord, ok. Et en tant que gestionnaire ressources humaines, et c'est un milieu où c'est très compliqué en fait de retourner dans le privé. Ouais. Et ben, dans ce cas-là, moi, ce qui serait intéressant, c'est faut peut-être revoir en détail un petit peu ces a priori-là. Donc, ils en foutent pas une, etc. Non, mais et du coup, voir comment vous pouvez montrer que c'est pas vrai dans le CV, en fait, au sein du CV. Donc, c'est pour ça que je dis, je pense que les missions parlent un peu d'elles-mêmes, parce que je pense que vous pouvez montrer qu'il y avait un certain niveau de complexité dans la gestion des RH à ce niveau-là. Et donc mettre en avant cette complexité. J'aurais tendance à dire ça, mais ce qui serait vrai même pour une expérience dans le privé en fait. D'accord, ok. Donc montrer le nombre de personnes que vous aviez sous votre responsabilité, les complexités des... Enfin, je sais pas, je connais pas exactement le détail, mais voilà, je suis sûr qu'il y a moyen d'aller un peu loin dans le détail là-dessus. Voilà. Est-ce que je peux avoir le lien de la réunion précédente sur les 7 mythes? Alors, je ne l'ai pas encore publié, donc celui-là, donc je suis désolé, je vais pas pouvoir je pourrais peut-être publier les deux d'un coup et les mettre dans le prochain mail. Quelqu'un demande l'atelier de la semaine dernière, là, ce que j'ai fait. Donc, je vais essayer de voir si je peux vous envoyer un mail qui inclut les deux présentations, parce qu'elle n'a pas encore été uploadée. Je suis un peu en retard. Je suis à la recherche d'un stage en étant débutant, j'ai besoin d'un accompagnement pour mes recherches. Alors, Déborah, c'est ça. Hein. Alors, je regarde juste s'il y a d'autres questions. Alors, quand on est débutant, à la recherche d'un stage, c'est… Alors déjà, normalement, les entreprises… Alors, je ne sais pas, Déborah, si tu es encore là. Oui, je suis là. Oui. C'est un stage pour quand déjà? Pour avril. Pour avril. Et donc, d'accord. Et du coup, c'est dans quel domaine? Finance, banque, assurance. D'accord. Et vous avez déjà des expériences là-dedans ou zéro? Non, zéro. D'accord. Ok. Donc, c'est au sein d'une école? Non, c'est à l'université. À l'université Paris 8. Ok, très bien. Paris 8. Bon, bah alors là, c'est comme tous les personnes de ta promo en ce moment, j'imagine, c'est comment être recruté quand on n'a pas d'expérience. Alors déjà, sur les offres de stage, la plupart des entreprises ne s'attendent pas à ce que vous ayez une expérience fabuleuse, faramineuse là-dessus. Donc, ce qu'on va mettre en avant quand on est étudiant, c'est les mémoires, c'est les projets étudiants, c'est les autres expériences extra-pro qu'on a pu faire qui se rapprochent un maximum de ce qu'on va faire. Et si vous n'avez vraiment rien, là, pour avril, ça va être compliqué, mais en fait, l'idée, c'est de s'en faire. Donc, de commencer, si c'est possible, évidemment, hein, mais c'est trouver des associations ou de faire un engagement qui permet de rajouter un peu de lignes dans son CV là-dessus. Mais là, il faudra aller dans le détail de votre situation pour vraiment lister, mais ne pas hésiter à lister vraiment toute la partie étudiante, travail étudiant, les mémoires, et les autres boulots. Donc, vous allez peut-être mettre plus en avant les formations, les compétences, mais si vous avez des expériences extra-pro, il ne faut pas hésiter à les mettre. D'accord, merci. Parce que, en fait, comme je suis débutante et je ne sais pas effectivement si je m'y prends bien ou pas,
quand je postule, bon, je postule déjà dans pas mal des offres et tout, et il y en a pas mal aussi qui me répondent négativement. Donc, du coup, je me dis peut-être que c'est ma lettre de motivation ou c'est mon CV qui est mal fait. Donc, je ne sais pas trop si c'est vraiment par rapport à quoi. Donc. Ouais, bah, il faut regarder dans le détail. Alors, la semaine prochaine, quand je vais parler du groupe Mastermind, enfin, c'est aussi un moyen aussi de challenger son approche par les autres. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va créer un groupe Slack. Donc, c'est un espace en ligne où voilà, on pourra enfin, vous pourrez interagir. Moi, je serai dessus, mais je ne pourrai pas forcément systématiquement répondre, analyser toutes les stratégies de tout le monde, etc. Mais je passerai quand même dessus. Et je suis sûr que si tu commences à poster ton CV, ta lettre de motivation et enfin, ton approche, enfin, je suis sûr. L'idée, c'est aussi de pouvoir avoir du feedback là-dessus, de personnes qui ne sont pas forcément étudiantes comme toi et du coup qui peuvent avoir un regard croisé dessus. Et ça, c'est vrai pour un peu, voilà, pour un peu tout le monde. À un moment, on peut tous poster quelque chose et les autres auront une idée, pourront donner des petits avis. Alors, j'ai d'autres questions. Alors, Déborah, vous avez un atelier APEC pour maîtriser LinkedIn. Le but est de cibler les entreprises cibles sur le logiciel, trouver les RH ou les contacts du service que vous visez et d'échanger avec eux. Alors, effectivement, là, on est dans la logique plutôt d'une candidature spontanée. Enfin, quoique pas forcément, ça peut aussi être de la question. Alors, sur Avril, c'est un peu compliqué, mais il y a toute la logique du réseau professionnel aussi qui est hyper importante. Pareil, j'avais un atelier là-dessus. Je vais peut-être en refaire un bientôt. Il y a un article aussi sur le blog de Do You Buzz qui explique en détail la stratégie réseau. Voilà, comment utiliser le réseau dans une stratégie de recherche d'emploi, sachant que même si on n'a pas de réseau, donc même quand on est étudiant, etc. Voilà, bon, c'est le dernier article qui a été publié. Donc sur le blog, comment trouver un emploi en développant son réseau. Sur le côté fonctionnaire, oui, on ne dit pas j'ai une expérience de fonctionnaire parce que ce n'est pas un métier fonctionnaire, c'est un statut. Donc on parle de responsable ressources humaines, ça c'est un grand classique, il ne faut surtout pas, ou même stagiaire, hein, ne mettez pas stagiaire en titre d'expérience. Dites assistant RH ou je ne sais pas quoi. Et après, vous précisez que c'était du stage, mais le gros titre, c'est la vraie fonction que vous avez effectuée. Est-ce qu'on peut avoir un atelier sur comment se vendre quand on n'a pas assez d'expérience mais qu'on a les diplômes pour Alors, le problème, c'est que c'est qui pose cette question? Mekina. Alors, en fait, là, il va falloir viser des postes de personnes qui s'attendent à ce que vous n'ayez pas beaucoup d'expérience. Mais là, c'est pareil, ce serait intéressant qu'on puisse échanger un peu sur le Slack et puis voir à postier, parce que la plupart des compétences qu'on attend de quelqu'un quand on le recrute, on a envie d'être rassuré sur le fait que l'autre sait les exploiter. Le problème d'une formation pure, c'est que c'est une connaissance souvent théorique et du coup, on ne peut pas prouver qu'on l'a appliqué dans un contexte précis. Alors, pas forcément un contexte professionnel, mais par exemple, tout ce qui est leadership, etc., je peux l'appliquer aussi dans ma vie personnelle, dans mon équipe de sport, etc. Ou mes capacités d'analyse, je peux le faire dans ma vie perso parce que je sais pas, j'ai fait le budget de ma famille ou je ne sais pas quoi. Donc, ça ne veut pas dire que c'est dans un contexte pro, mais à un moment, il faut qu'on raconte une histoire où on a mis en place, on a utilisé cette compétence. Donc, à minima, c'est dans des projets étudiants. Ça, c'est quand même, c'est pas rien non plus. Donc, c'est pour ça que la plupart des formations, maintenant, vous proposent de faire des projets quand même. Mais c'est là-dessus qu'il faudra creuser au maximum, en fait. Quand on a, et s'il y a juste donc, c'est pas que le diplôme, en fait. C'est aussi ce qu'on a fait pendant les études. C'est quand même important. Voilà. Est-ce que vous avez des dernières petites questions? On déborde énormément, là. On est à 15h28. Jérémy, une dernière question, s'il te plaît. Oui. Tout à l'heure, tu as précisé que pour les stages, il fallait pas mettre stagiaire sur le CV. Oui. Et du coup, c'est pareil pour les bénévolats, tout ça? Bénévolat, j'aurais tendance, en fait, j'aurais plutôt tendance à mettre, la fonction. Alors, ça dépend comment tu. Alors, pareil, je refais. Un mois de bénévolat. Alors, en fait, dans le bénévolat, il y a plein de manières d'en parler aussi. Donc, hop. Alors, il y a un article sur le blog, pareil, je vais vous le montrer. Hop. De Do You Buzz. Alors, il est où cet article qui s'appelle du bon usage du bénévolat. Voilà, je suis sur le blog là. Hop. Donc, il y a un truc qui s'appelle du bon usage du bénévolat et de l'associatif sur le CV. Et en fait, il y a différentes stratégies pour le mettre.
Donc, ça peut être, ça peut être dans les expériences. Là, c'est vraiment les expériences qui mentionnent des compétences nécessaires pour le poste. Voilà, donc là, j'étais responsable des bénévoles et des anciens dans une asso et j'ai eu pour mission de… enfin, voilà, j'ai fait un travail, mais dont j'ai besoin dans mon vrai métier. Donc ça, je vais la mettre en tant qu'expérience professionnelle. Et après, je précise, alors là, c'est pas forcément fait ici, mais on précise quand même qu'on était bénévole, c'est-à-dire que ce n'était pas un statut CDI, CDD ou intérim, je ne sais quoi. Mais on le met en tant que vraie expérience. Après, si c'est plutôt un ensemble d'expériences bénévoles qui montrent juste un petit peu, enfin juste, ce qui est bien, notre ouverture ou notre attachement à certaines causes, là, une autre approche, c'est d'avoir une petite mention activité extra-professionnelle au sein de ces expériences, mais qui permet de lister 3 ou 4 choses qu'on a faites. Voilà. Et puis enfin, le dernier endroit, c'est dans la partie le centre d'intérêt ou loisir, engagement associatif. Voilà, on peut aussi le mettre là-dedans. Tout dépend un petit peu de l'utilité de l'engagement bénévole. Donc, si on le met vraiment comme expérience, là, comme c'est montré ici sur cet écran-là, là, autant mettre la fonction, entre guillemets, qu'on occupait, le rôle qu'on occupait. Et préciser ensuite, en dessous, éventuellement, qu'en tant que bénévole, j'avais pour mission de… Ok, d'accord. Merci. Ok, et eh bien écoutez, dernière question ou pas? Ou on y va? Ok. Eh bien, écoutez, merci en tout cas de votre présence sur 1h30 en plus. Vous êtes quasiment tous à être restés là. Peut-être à la semaine prochaine pour un prochain atelier. Alors, n'hésitez pas à parler de ces ateliers. Nous, c'est gratuit, donc n'importe qui peut venir. Il n'y a besoin de rien du tout. Donc, vous pouvez transmettre le lien à tout le monde. Nous, ça nous fait un peu de pub aussi pour nous. Et puis, je pense que c'est un service qui peut être utile aussi pour vous. En tout cas, si vous me dites que c'est utile, c'est que la mission est remplie de ce point de vue-là. Merci et peut-être à la semaine prochaine alors. À bientôt et je vous envoie le replay quand c'est en ligne. Au revoir.